Bonjour à toutes et à tous, ça me fait très plaisir de vous introduire aujourd'hui le compositon. Qu'est-ce que ça et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on parlera dans les 3 prochaines vidéos de trucs et astuces pour partager la science avec un public non initié. Tout d'abord, je vais vous parler de comment moi j'ai commencé comme ça conne. Donc j'ai participé à l'édition américaine à Boston en 2018 et depuis j'ai aidé à créer la première franchise au Canada, comme ça conne Cannes en 2019 qui a eu lieu à Hamilton en Ontario, à McMaster. Et depuis la version aussi, la première francophone québécoise, qui a eu lieu en ligne en 2020. Et depuis que j'ai participé à Comme ça colle en 2018, j'ai eu une tonne d'opportunités que je suis vraiment très heureuse d'avoir pu y participer. Et vous voyez comme Pente de Science, le club d'Outreach de McGill, le musée Redpath, Exploring by the Seat of Your Pants, Step Scientist, le cœur des sciences de l'UQAM, la conférence de politique scientifique canadienne, le musée, le centre culturel Morin, et j'ai aussi écrit de nombreux articles. Euh, j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup au fur et à mesure, et j'espère pouvoir vous transmettre aujourd'hui quelques trucs et astuces que j'ai appris au cours des dernières années. Donc maintenant, c'est à votre tour de vous lancer. Puis la vulgarisation scientifique, ça peut prendre quasiment une infinité de formes, incluant par exemple des balados, des articles vulgarisés, des vidéos, des activités dans les réseaux publics, donc par exemple faire des expériences avec des enfants, euh, aussi traîner dans les musées, présentation orale dans des bars, dans des écoles, à la limite que vous pouvez imaginer. Aussi tout ce qui est mixé l'art et la science, donc par différentes productions, des sculptures, des peintures, des broderies, j'ai tout vu, je pense. Les réseaux sociaux, le storytelling, donc tout ce qui est raconter une histoire, donc ça peut être sous le format d'être sur scène et de raconter sa connexion avec la science, mais sans slide, et puis pas forcément avec beaucoup de data, mais comme partager une histoire. Ou aussi les politiques scientifiques qu'on appelle Sciences Paul, c'est le hashtag si vous voulez suivre ça sur Twitter par exemple. Donc maintenant, on tombe dans le vif du sujet. Le compositon, qu'est-ce que c'est ça et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on vous demande de se mettre une production originale, c'est-à-dire pas encore publiée. Vous pouvez l'avoir déjà écrite, l'avoir travaillée, l'avoir partagée avec des amis, mais on ne veut pas une production qui a déjà été publiée par un organisme ou par vous-même sur votre blog. On ne veut pas une production qui a déjà été partagée au grand public. On aimerait ça, une production originale. Et elle sera revue par d'autres participants et participantes avant la conférence. Et pendant la conférence, vous aurez de la rétroaction d'un de nos experts ou une experte invitée. Donc le but, c'est vraiment d'avoir du feedback, de la rétroaction sur vos productions, puis de pouvoir publier ça après avoir eu des conseils, etc., de d'autres personnes. C'est toujours bon d'avoir des conseils de d'autres, puis de voir comment les lecteurs comprennent votre production, ou les gens qui visionnent, en tout cas, ça dépend de votre format, ceux qui écoutent, si vous êtes un balado, etc. Puis pour beaucoup d'entre vous, ça sera sûrement une première production qui sera une première publication, et c'est souvent la plus dure à avoir, parce qu'une fois qu'on est lancé, ça vient plus facilement. Donc, comme je disais, on a différents formats qu'on peut accepter pour le composition. Donc, un article explicatif ou d'opinion. J'expliquerai après c'est quoi la différence. Une vidéo, un balado, une infographie, une BD, autre chose. On a eu d'autres choses des fois, mais libre à vous d'avoir l'imagination et de nous proposer qu'est-ce qui vous tente. Donc, mon premier conseil sera d'apprendre à connaître votre audience. C'est pour moi le plus important. Peu importe le format, le contexte, tout, votre audience est clé. Parce que vous pouvez être super bon, mais si vous ne partagez pas euh, la science comme faisons appropriée à l'audience, ça ne marchera pas. Si vous avez des enfants, vous pouvez expliquer ça très bien à des adultes, à vos amis, mais quand c'est des enfants en face de vous, ça ne marchera pas, par exemple. Donc, connaître son audience, pour moi, c'est vraiment clé. Et le grand public, c'est trop large, là, c'est pas ça, là. Il faut vraiment avoir en tête, quasiment imaginer la personne à qui vous voulez parler, à qui vous voulez vraiment rejoindre et communiquer votre science. Non. Quel type d'audience on pourrait imaginer? Donc, il y en a une multitude, il y en a une infinité, comme vous pouvez l'imaginer, mais par exemple, souvent, l'âge, c'est quand même ce qui différencie les publics assez facilement. Là. Si c'est des enfants, des ados, des adultes,
sont un peu plus âgés, vous pouvez imaginer à quel point il va falloir s'adapter à leur niveau, mais aussi au contexte qu'il y a autour de vous. Donc, en parlant de contexte, imaginons que vous avez des enfants, mais est-ce qu'ils sont à l'école? Est-ce que c'est une classe? Ou est-ce que c'est des enfants, mais qui sont là la fin de semaine dans un musée? Euh, et pareil, si c'est des ados ou des gens à l'université, est-ce qu'ils sont dans un contexte scolaire un peu rigide, un peu rigoureux? Ou c'est plus sur les réseaux sociaux, ils sont sur leur téléphone en train de scroller? Est-ce que c'est une présentation qu'ils veulent aller voir pour le fun avec leurs amis dans un bar? Comme, ça change vraiment aussi beaucoup là. Donc l'âge et leur parcours d'éducation va influencer le contenu que vous pouvez délivrer, mais aussi le contexte. Là, s'ils sont là pour apprendre un truc super académique, super rigide, c'est différent que si c'est des stories sur Instagram. Là. Donc pareil, c'est pour les familles. Est-ce que c'est un documentaire télé ou est-ce que c'est des infographies dans un parc quand ils voient les animaux puis qu'ils veulent apprendre un petit peu. Euh, et pour les adultes, pareil, est-ce que c'est dans un bar super relax ou ce sont aussi d'autres scientifiques, donc pas forcément une conférence académique, mais d'autres scientifiques qui ont quand même un bagage scientifique assez important, mais qui veut un niveau de rigueur et détail différent que des adultes qui n'ont pas de background en sciences et qui sont là pour avoir du fun la fin de semaine. Puis aussi, là, combien de temps vous avez, puis quel contexte, puis c'est quoi l'ambiance autour de vous. On parle souvent de l'elevator pitch, donc genre le pitch dans l'ascenseur. Là. Comme, est-ce que vous avez genre une minute, quelqu'un que vous rencontrez, vous avez peut-être une soirée, tu rencontres quelqu'un, comme t'as juste deux phrases, genre. Est-ce que c'est sur le taxi que, tu sais, ils racontent leur vie, puis vous avez genre une ride de 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, etc. Est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez dans l'avion, ou alors même carrément genre une date Tinder, ou même un match Tinder, comme, pareil, là, quand je disais, là, c'est infini les possibilités. Mais essayez d'imaginer l'audience que vous essayez de rejoindre, à quoi elle ressemble, pour pouvoir s'adapter au mieux. Et évidemment, la langue, là, je suppose que c'est un peu, est-ce que c'est évident, là, mais comme, est-ce que vous parlez la même langue? Puis, on va y aller à un niveau un peu plus en dessous, est-ce que vous parlez la même langue, mais avec les mêmes références culturelles, les mêmes expressions, etc. Donc, une personne au Québec, une personne en France, ça sera différent qu'un francophone d'Alberta. Pareil, c'était les anglophones, mais dans différentes régions du monde, c'est pas pareil. Euh, donc, tout ça, là, c'est le bagage culturel des gens, mais leur langue, mais aussi plus leur référence, dans quoi ils ont grandi. Donc, quand on veut faire de quoi vraiment cibler à une audience, il faut vraiment savoir à quoi leur ressembler. Juste dire un article pour le grand public en français, c'est trop large. Vous ne pourrez pas être assez efficace si vous ne ciblez pas votre audience un peu mieux que ça. Donc, voici les points à retenir. Donc, l'âge, c'est super important, mais aussi le contexte et l'objectif. Est-ce que vous voulez vraiment faire une leçon dans une école ou si c'est plus pour le fun dans un musée avec des familles la fin de semaine? Et comme je disais, le bagage culturel des gens. Alors, mon deuxième conseil, ça sera, c'est quoi votre but? Ok, on a parlé tantôt un petit peu du contexte là, mais qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent? Et qu'est-ce que vous voulez qui partent avec de votre présentation, de votre article? C'est quoi vraiment le but? Pourquoi vous faites tout ça? Parce que, oh, la science c'est cool, je veux le dire à tout le monde. Oui, ok, c'est souvent mon but aussi là, mais ça prend un but un peu plus défini pour pouvoir vraiment être efficace quand on prépare de quoi, et puis vraiment être organisé et structuré. C'est comme tantôt quand je disais là, une audience, là, comme genre le grand public, si tu dis juste ça là, tu peux pas t'adapter assez. Pour être efficace et vraiment être pertinent. Donc, avoir en tête un but assez précis, ça aide aussi à structurer nos présentations, balado, whatever. Donc, est-ce que votre but, c'est de persuader d'autres à développer un intérêt dans votre domaine? Donc, genre, est-ce que c'est un domaine de science ultra précis, puis niche que on connaît pas trop, puis vous voulez juste attiser un peu l'intérêt des gens? Est-ce qu'il y a une nouvelle découverte dans ce domaine-là qui vous êtes waouh, c'est vraiment trop cool, on a découvert ce truc-là que je vais absolument vous apprendre? Euh, Est-ce que c'est un domaine qu'on connaît un peu, mais comme pas trop, puis tu veux comme un peu montrer l'importance de ce domaine-là dans la société, puis qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce que tu veux encourager d'autres à changer leur comportement? Donc souvent, un peu quand on parle de changement climatique, on peut en parler en disant oh tiens, on a découvert que telle banquise a fondu, whatever. Mais aussi peut-être donner des solutions, puis on veut que les gens ils changent leur comportement, comme il peut y avoir différents niveaux, puis différents buts à un article, un balado, etc. Mais savoir ce qu'on veut et ce qu'on souhaite accomplir euh, avec cette présentation, etc., ça va nous aider à adapter notre contenu. Donc, par exemple, tantôt, on parlait d'un article explicatif ou un article d'opinion. Puis là, je voudrais un peu plus détailler ce que ça veut dire, puis comment s'adapter pour ça.
Donc, un texte explicatif, ce serait pour informer. Donc, c'est plus souvent de la traduction de résultats de recherche pour des personnes qui ne sont pas expertes. Donc, souvent, c'est un article là a été publié sur vraiment telle la super précise section d'un domaine, puis genre c'est un nouveau résultat, une nouvelle recherche, une nouvelle étude, etc. Puis on veut vulgariser ça pour le grand public. Donc, il y aura des preuves probantes, là, donc il y aura des résultats de recherche, ça a été publié, etc. Puis on veut expliquer ces résultats-là de façon plus accessible au grand public. Et du coup, souvent, c'est quand même assez précis, c'est vraiment sur un élément clé qu'on vient de découvrir. Et l'opposé, du coup, ça serait un texte d'opinion où c'est pas forcément un truc ultra précis qu'on vient de découvrir. Ce serait plus, par exemple, un domaine en général, l'opinion qui est propre à l'auteur, qui contient genre un appel à l'action. Parce que souvent, c'est je vous décris tout ça parce que j'aimerais que vous compreniez ça puis que vous changiez quelque chose. Euh, donc, souvent, c'est aussi un peu genre des suggestions de comment changer quelque chose ou comment, oh, genre l'auteur, il trouve que ce domaine-là n'a pas assez été étudié. On suggère que plus de recherches dans ce domaine-là, ça serait bien. Puis du coup, c'est souvent plus centré sur une volonté de changer les choses plutôt que d'écrire un phénomène très précis. Mais c'est un peu dur à expliquer là, puis je vois que c'est quand même un peu deux extrêmes, puis que c'est un peu dur à cliver ça en deux, parce qu'on se rend compte qu'il y a comme un éventail comme vraiment très large entre les deux là. Mais pour vous donner une idée, souvent ces textes d'opinion, on les appelle aussi éditoriaux, un texte argumentatif ou un texte justificatif. Et pour vous donner un peu des exemples, un texte explicatif, ça serait comment l'intelligence artificielle fonctionne. Vous savez, genre, d'un côté purement scientifique, puis genre voici les paramètres et voici les résultats, puis voici comment ça marche. Alors qu'un texte d'opinion, ça t'expliquerait pourquoi c'est biaisé, l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, on dit souvent que c'est raciste, puis comment l'éviter. Donc, pourrait y avoir un petit peu de résultats pour prouver que c'était raciste, et comme pour prouver que l'argument de l'auteur est basé quand même sur des preuves, là, pas juste dire moi je pense que c'est raciste, là, il faut quand même prouver que, ça, comme, que tu bases ton argument sur quelque chose. Mais après, tu apportes des idées, des pistes et des solutions, puis des pistes de réflexion sur comment changer ça là. Euh, Plutôt que juste dire on a fait une étude, on a montré ces images-là, ces images-ci, puis voilà, puis voici le résultat, et donc c'est raciste. Ça là, ça serait juste explicatif. Si tu commences à amener des pistes sur comment le changer, ou ton opinion à toi, puis genre beaucoup d'anecdotes, etc. par exemple, là ça devient plus de l'opinion. Mais comme je disais tantôt, là, il y a vraiment tout un éventail, un spectre entre les deux, là, puis ça peut vraiment être difficile de quitter ça. Juste le thème d'un article pourra pas vraiment vous dire ce sera une opinion ou un texte plus informatif qui explique vraiment un concept. Donc juste le sujet suffira pas. C'est vraiment beaucoup plus d'éléments, mais pour vous donner une idée de comme tout ce qui est possible de faire. Et maintenant, d'une façon plus structurelle, là, donc les éléments principaux seront quand même les deux des deux bords. Là, il y aura tous un chapeau avec une accroche, une introduction, une conclusion. Mais maintenant, la différence entre les deux, là, donc ça serait qu'un texte explicatif, ça commence par un contexte, c'était quoi le problème que les gens qui ont fait l'étude ont cherché à résoudre, puis c'était quoi genre le besoin, et après tu expliques tes résultats ou ceux de la recherche que tu expliques, et les techniques utilisées, puis c'est peut-être vraiment de mettre l'emphase sur la signification de ces résultats-là, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. Alors qu'un texte d'opinion, c'est plus une proposition qui est comme plus ou moins explicite, là, une thèse du coup, et après on développerait des différentes assertions pour ces parties-là, puis là, ce seraient nos arguments, etc. Et souvent, ça finirait par un appel à l'action. Donc, qu'est-ce que tu aimerais que les gens y changent? Donc maintenant, je vais vous donner comme quelques exemples pour vous donner un petit peu le ton, etc. Donc ce sont tous des exemples en anglais, je m'excuse, c'était plus facile à trouver. Et ils sont tous dans le même journal là, qui s'appelle Massive Science. Puis ils sont tous écrits par des étudiants gradués ou des étudiants qui viennent de graduer et des postdocs. Donc c'est quand même un peu un niveau puis des attentes qu'on pourrait avoir de gens qui participent à ComSciCon, parce que c'est un peu le même background, etc. Donc, on n'aura pas le temps de tout lire en détail, là, mais je vous invite à mettre pause si vous voulez vraiment tout lire. Là, mais pour vous donner une petite idée, donc là, le titre, quand on voit ça, euh, très vite, on comprend que ça va être une liste de raisons sur pourquoi les vaccins sont faits à base d'ARN et
pourquoi c'est important de la garder au froid. Donc vraiment, c'est très factuel et c'est vraiment une liste d'explications. Donc il parle aussi un peu d'une étude de résultats faits par Pfizer, il me semble, mais c'est quand même très, ok, ils ont vu ça, donc ça, puis ça découle. C'est vraiment un texte explicatif. Après, tu as d'autres exemples comme ça où c'est une recherche récente, mais qui est aussi encore en cours. Donc, ils expliquent les résultats, puis ils expliquent un petit peu qu'est-ce que les gens continuent à chercher. Mais à la fin de l'article, ils commencent aussi un peu à donner des suggestions sur hey, faudrait que plus de villes fassent ça, là. Comme étudier les traces de Covid dans les selles, comme des études ont montré ça, mais comment les appliquer dans d'autres contextes, puis des suggestions de genre, ça serait vraiment bien que les villes surveillent ça un peu mieux, puis qu'on puisse mieux prévoir suspense, suspense. Donc c'est quand même un texte assez explicatif. Là, quand on lit tout le texte en entier qui fait une page, etc., c'est quand même des résultats de recherche qui présentent, etc. Mais ils mettent quand même une emphase assez importante sur étendre la signification de ces résultats-là au-delà de juste cette étude-là, dans cet endroit-là. Puis le ton de l'article, etc., commence à donner l'idée qu'il y a un petit peu d'opinion de l'auteur, là, quand même, qui cherche à pousser un peu plus que juste les résultats. Et là, maintenant, c'est quand même vraiment l'extrême. C'est vraiment un texte quasiment juste d'opinion de l'auteur et d'anecdotes où il suggère que toutes les conférences post-corona devraient être virtuelles. Donc, il explique au début pourquoi les conférences qui étaient en personne à l'époque n'étaient pas inclusives, donc pour les questions de coûts, de garde d'enfants, puis aussi de pollution, par exemple. Donc, il y a quelques datas qui sont présentées là-dessus. Là, il y a vraiment des résultats de recherche présentés, mais c'est vraiment juste des chiffres un peu lancés comme ça. Là, c'est pas lui présente pas la recherche qui a été faite dans ce domaine-là. Il dit on sait que c'est pas inclusif pour une raison ABCD, puis ça c'est comme genre vraiment tout le début là. Puis après, il explique pourquoi les conférences en ligne sont plus inclusives. Mais là-dessus, il n'y a pas vraiment de résultat, il n'y a pas vraiment de méthodologie qui explique, etc. Là, c'est plus, moi je pense que quand on voit ça, on pense que c'est plus inclusif pardon, d'être en ligne, et moi je considère que ça serait bien qu'on garde ça même post-pandémie. Donc, oui, il y a quelques résultats qui sont présentés, qui ont été sur des études, etc. Mais principalement, c'est juste l'opinion de l'auteur. Puis c'est des anecdotes et c'est son propre vécu, son propre ressenti. C'est pas là que c'est mauvais, là, mais c'est un différent style d'article. Puis c'est un différent but, puis c'est un différent contenu. Donc, juste savoir de quoi vous voulez parler, puis comment l'approcher, c'est important pour justifier sa structure et le ton et le style qu'on veut avoir pour cet article-là. Donc, je vais vous laisser lire les exemples suivants et, comme mettre sur pause, lire ça bien attentivement. Puis, on peut être d'accord ou pas d'accord là, mais moi, je vous donne ce qui, selon moi, est plus un texte explicatif ou un texte d'opinion. Donc, selon moi, pour celui-là, c'était vraiment explicatif parce que ça décrit comment les vaccins ils marchent, ça décrit qu'est-ce que les nouveaux variants impliquent et pourquoi ça marche quand même bien, les vaccins développés avant que les variants arrivent. Celui-ci, pour moi, c'est vraiment l'opposé, là. C'est totalement un texte d'opinion. Donc, encore une fois, oui, il y a quelques résultats donnés sur pourquoi l'empathie est intéressante quand on parle de sujets difficiles et pourquoi une bonne communication scientifique passe par l'empathie. Ça, il y a quelques résultats donnés, puis il y a quelques études qui ont été faites là-dessus, puis l'auteur en parle, là. Mais principalement, c'est des pistes sur, OK, dans le futur, on devrait faire ça. Basé sur ce que j'ai compris et de qu'est-ce que j'ai vu et qu'est-ce que quelques personnes ont observé, alors moi, je pense qu'on devrait faire ça. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un texte d'opinion. Ça ne veut pas dire que c'est pas basé sur des preuves, mais ça veut dire que c'est majoritairement, comme ça parle majoritairement pas de ces preuves-là. Celui-ci, pareil, je vous laisse mettre sur pause et réfléchir si vous voulez, mais je vais enchaîner. Et selon moi, c'est un texte explicatif. Ça explique comment le vaccin a été développé, pourquoi ils cherchent ça, qu'est-ce qu'ils ont trouvé. C'est vraiment très comme traduction d'un article comme scientifique, avec plein de jargon, puis un peu plus académique. Comment ça a été traduit pour le grand public, puis le rendre un peu plus fun et dynamique, etc. Pour celui-ci, c'est pour moi un peu un entre-deux. Donc, il y a eu des études qui montrent pourquoi les gens immunodéprimés sont plus enclins à être vraiment touchés par la Covid-19. Donc, ça, il y a des études là-dessus, puis le début de l'article en parle. Et puis, par exemple, si vous voyez que il cite
Journal of New England, Journal of Medicine. Genre là, il est cité, il parle de l'étude, etc. Donc là, le début de l'article explique pourquoi les gens plus immunodéprimés sont sensibles à la COVID-19. Donc ça, c'est une recherche. Mais après, là, il y a beaucoup de l'article, comme vous voyez ici, là, qui parlent de suggestions et de pourquoi il faudrait changer les politiques de vaccination, pourquoi l'ordre de priorité devrait être adapté et qui mettre d'abord, etc. Puis ça, ces opinions de l'auteur sont basées sur des preuves, sur de la recherche qui a été publiée, etc. Là. Mais ça reste que c'est quand même un peu des spéculations, puis la signification des résultats des études précédentes, il est un peu plus étendu là-dessus. Là. C'est une opinion qui est quand même très justifiée, puis très argumentée, puis très bâtie sur des preuves, mais ça reste que ces choses-là, c'est des suggestions à faire dans le futur, puis c'est pas des résultats. C'est que là, l'auteur, il s'embarque sur son opinion à lui, puis c'est pareil, c'est valable, parce que c'est assez justifié, puis c'est bien construit, c'est logique. Là. En tout cas, quand tu le lis, ça paraît logique. Mais ça reste que c'est pas une étude à prouver ça. Une étude à prouver que les gens étaient immunodéprimés, étaient plus sensibles à la Covid. Ça a été prouvé. Mais après, l'ordre de priorité des vaccinations, on ne le sait pas. On ne l'a pas encore fait. Elle a rendu qu'en avril 2021, quand j'ai regardé la vidéo, tout le Québec n'a pas encore été vacciné, tout le monde n'a pas été vacciné. Et on en parle à tous les jours de qui mettre d'abord et de qui prioriser et de quel âge et de quel endroit. On ne le sait pas encore, ça n'a pas encore été fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que la structure et le contenu ne font pas tout. Le ton a aussi une grande influence sur le message qui est délivré. Donc, certes, les éléments qu'on met dans l'article vont vraiment influencer le ton aussi, là, mais quand même, là, quand l'auteur a quand même peut avoir une grande influence sur le ton qu'il y met, et si au final, ça va être vraiment un texte vraiment avec une opinion qui ressort fortement, ou si ça va être principalement un texte qui explique un fait scientifique, puis avec quelques petites suggestions de l'auteur à la fin, là, ça peut tout changer. Puis il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse là. C'est votre article, parce qu'on voulait, mais pour vous dire qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui existe déjà, et puis comment on peut naviguer ça. Donc, mon prochain conseil, faites le ménage dans le jargon. Parce que on est habitué, on est entouré de scientifiques, de notre petite bulle d'experts, là, on est tous super éduqués, on baigne là-dedans, là, mais il y a des mots, là, on les comprend pas, là. Alors même moi, avec d'autres chimistes, là, on ne se comprend pas. Là. Moi, spécialisé en matériaux, en catalyse, en nanoparticules, etc., là, quand je parle à un gars qui fait de la chimie organique, là, on ne se comprend pas. Et pourtant, on est tous les deux à faire un doctorat en chimie. Donc, imaginez le monde qui ne fait pas un doctorat en chimie. Il ne doit vraiment rien comprendre quand on parle. Donc, c'est ça le jargon. Le jargon, là, on enlève ça, là, ça dégage. Et le jargon, pour vous donner une définition un peu plus précise, là, c'est la façon de s'exprimer qui est propre à un groupe, à une profession, et qui est difficile à comprendre pour les autres. Donc, en gros, là, c'est les mots scientifiques qui sont essentiels quand tu écris un article pour un journal académique, mais qui font peur et qui apportent vraiment pas grand-chose pour un public non initié. Puis, là, on va se le dire, là, tu penses que ça te donne l'air smart, là, mais en fait, tu as juste l'air méprisant et pas accessible si tu fais un article pour du grand public. Donc, oui, garde ça, là, pour tes articles académiques, mais pour un article vulgarisé, là, comme mettre des gros mots longs qui sont compliqués, là, ça aide pas. Donc, qu'est-ce qu'on enlève et qu'est-ce qu'on garde? Parce que, tu sais, on peut pas tout enlever non plus, là, sinon il n'y a plus de science, ok? Fait que, généralement, là, on enlève le maximum. Il faut vraiment s'adapter au niveau de l'audience. Puis, si c'est des enfants à qui tu parles ou des adultes, ça va être différent, on s'entend, right? Puis, des fois aussi, on peut trouver des mots communs qui se rapprochent, même si c'est pas exactement le même niveau de détail, au moins le grand public va le comprendre, puis ça va éviter des problèmes et éviter d'avoir plein de mots à expliquer. Des fois, là, si c'est pas le sujet exact de l'article, on peut trouver un équivalent que le grand public comprend, et nous, on sait que c'est pas exactement ça, on arrondit un peu les angles, mais au moins on se comprend, puis on peut avancer. Puis qu'est-ce qu'on garde? Vraiment, qu'est-ce qui est seulement essentiel? Donc les concepts qui sont indispensables et qui sont au cœur de l'article. Puis des fois, il faut accepter là qu'on ne pourra pas tout expliquer en profondeur. Là. Puis, quand on garde le jargon, il faut bien introduire les termes scientifiques et les acronymes. Donc, encore une fois, ça va dépendre de ce que le sujet de l'article est. Là. Mais par exemple, si vous faites un article entier sur les scanners, par exemple IRM, là, tu peux vraiment expliquer c'est quoi IRM, tu peux vraiment aller en détail, etc. etc. Si, à un moment donné, là, tu dis juste « Oh, cette maladie-là est super connue, on la détecte avec un scan IRM »,
tu peux mettre IRM, tu mets le mot en entier, puis tu n'as pas besoin d'aller en détail sur comment la machine elle marche, puis qu'est-ce qu'on en fait, puis qu'est-ce que ça veut tout dire magnétique, etc., blabla, résonance, c'est comme, tu peux un peu raccourcir là tu sais. Tu as besoin de faire des phrases qui sont en rallonge pour expliquer chaque détail. Mais si ton article entier, c'est sur ce scan-là, bah, là, il faut que tu expliques. Fait faut arriver à juger de combien de détails tu mets, puis de quels mots sont indispensables. Puis il y a des fois, là, je vois des gens qui écrivent des articles et qui veulent citer tous les mots scientifiques indispensables, là, mais des fois, le nom de la protéine précise qui fait telle affaire, là, si c'est pas le sujet de l'article, c'est juste un détail, à un moment donné, on dit, il faut mesurer telle protéine, puis là, il donne le nom, puis il donne plein de détails, puis il donne le nom latin, etc., puis ça s'arrête jamais. C'est important pour un article scientifique académique, mais dans ce contexte-là, quand c'est juste un moment de dire la méthode, c'est mesurer cette protéine-là, pas besoin de plus de détails des fois. C'est dur pour moi de vous donner la règle absolue, ça va dépendre vraiment de votre sujet, puis du niveau de détail, puis de l'audience, etc. Là. Mais vous pouvez un peu imaginer comment faire le tri du jargon et comment arriver à filtrer un peu tout ça pour avoir un texte qui soit lisible et accessible pour votre audience. Puis ça, c'est un des outils que vous pouvez utiliser pour évaluer le niveau de complexité de votre texte. Donc en gros, dans le fond, là, ça s'appelle Scholarius, puis tu peux rentrer ton texte, tu cliques sur soumettre et ça te donne le niveau de complexité de ton texte. Donc là, moi, avec en écrivant mon projet de doctorat, c'est un niveau universitaire, comme vous pouvez voir. Donc c'est trop compliqué pour le commun des mortels, disons. Puis là, j'ai vulgarisé vraiment beaucoup, puis je suis arrivée à un niveau primaire. Donc, c'est pas miraculeux non plus comme site, là, mais ça peut vous donner une idée de comment un peu juger votre niveau de texte, puis un peu comprendre où ça se situe, mettons, là. Puis il y a une très bonne vidéo par Syllabus que je vous conseille aussi pour un peu voir comment déjargoniser vos affaires. C'est vraiment une bonne ressource à regarder, je vous le conseille. Donc maintenant, pour le fun, oui, ça sera trop vulgarisé. Là, on passe sur l'extrême complet. Mais juste pour le fun, est-ce que tu peux résumer ton projet avec 3 emojis? Donc, par exemple, les miens, ça serait une lampe, l'espèce de petit tube à essai et des étoiles. Parce que je travaille sur des composés qui sont fluorescents. Donc, on met de la lumière sur notre solution chimique, là, sur nos composés chimiques qui sont fluorescents. Puis après, ils scintillent, etc. C'est de la fluorescence. Donc oui, c'est ultra simplifié. Là, mon projet, c'est bien plus complexe que ça. Là, je ne fais pas juste briller les trucs, là. Mais c'est une façon de réfléchir à mon projet un peu différente et arriver un peu à le déconstruire et trouver un aspect un peu fun. Et sinon, un autre projet, donc là c'est un peu la sorcière, magicienne, alchimiste, on n'est pas trop sûr. La médaille numéro 2, mais surtout pour moi, c'était l'argent qui m'intéressait, et là un peu la boule de cristal. Donc là, parce que mon projet, là, des fois quand j'explique aux gens, je me dis que je fais un peu de la magie des fois contre nature, parce que je fais des nanoparticules carrées, donc là, vous pouvez imaginer que normalement, une particule, ça devrait être rond, là, c'est ce qui est plus stable, comme des bulles de savon, c'est rond, là, puis moi, elles sont faites à partir d'argent, et après, on les met dans des microscopes, mais électroniques, donc pas des microscopes de benchtop que vous pouvez connaître, que vous avez genre au primaire ou quoi que ce soit, là. C'est des microscopes qui sont énormes, et ça va vraiment voir à l'intérieur des matériaux, puis il y a des échelles du nanomètre, là, puis on peut aller voir les affaires là. Fait que vraiment, ma boule de cristal, c'est mon microscope, là, fait que je suis une magicienne, qui manipule de l'argent pour voir des nanoparticules, puis après on va les voir là au microscope. Donc oui, mon projet c'est pas ça, là, j'ai pas une boule de cristal, là. Mais c'est une approche à mon projet qui est un peu différente et qui me donne des idées pour expliquer mon projet un peu différemment. Et sinon une autre ressource qui est seulement disponible en anglais, mais ça vous permet de voir quels sont les 1000 mots les plus communs en anglais et de voir comment vous expliquez votre projet si vous les utilisez, vous expliquez votre projet avec des mots trop compliqués. Donc là, par exemple, mon projet, pas du tout vulgarisé. Tous les mots qui sont soulignés en rouge, c'est des mots qui sont trop compliqués et qui ne sont pas parmi les 1000 mots les plus connus. Donc oui, une fois encore, ça va vraiment vous pousser à trop vulgariser votre sujet. Par exemple, je pense que le mot carnivore, il sera pas là, fait que ça peut être remplacé par animal qui mange de la viande. Je pense que normalement carnivore, ça devrait être connu pour des adultes, tu sais. Normalement, c'est un mot quand même assez commun. Mais par exemple, pour les enfants, carnivore, c'est pas forcément évident pour eux, là, selon leur âge. Donc, ça peut vous montrer comment déconstruire votre texte. Et dernier conseil, développe du contenu adapté et unique. Donc adapté à l'audience, mais aussi unique, parce que si tout le monde approche le même sujet avec le même angle et puis les mêmes références,
ça devient un peu plate, là. Ça n'intéressera pas vraiment le monde. Donc, une fois encore, je ne sais pas trop par où commencer parce que ça va tout dépendre. Là, c'est comme l'âge donne la longueur, donne l'intérêt, comme ça, il y a un peu tout. Puis aussi, si tu choisis un format réseaux sociaux, tu ne pourras pas avoir un article, du texte aussi long que un article. Fait que tout est un peu pour moi entrelacé, d'où mes sacs dans les deux sens. Là. Donc, ça dépend. Si tu veux faire des posts réseaux sociaux, le format va déjà être un peu défini, puis la longueur va être un peu définie. Euh, et aussi, le ton et le style des réseaux sociaux va être différent. Là, si tu écris un article, tu peux faire ça très long et avec un ton pas forcément super punchy, etc. Alors, si c'est sur les réseaux sociaux, faut que ça soit accrocheur puis que ça envoie. Là. Fait que l'un va dépendre de l'autre, là, mais aussi, si tu choisis un peu ton audience d'abord, si tu veux cibler des jeunes adolescents, là, ça va être différent. Tu vas pas écrire des articles dans Le Monde ou la presse, là, comme ça marchera pas. Là. Puis par contre, si tu veux cibler des personnes âgées, peut-être que là, du coup, les réseaux sociaux, ça sera pas non plus le meilleur moyen. Fait que, je sais pas, j'ai pas de conseils à vous donner, qu'est-ce qu'il faut choisir en premier parmi entre l'audience que vous ciblez ou le format, parce que pour moi, l'un dépend aussi un peu de l'autre. Là, si tu veux faire des vidéos YouTube, là, peut-être que du coup, tu peux faire ça pour tous les âges. Après, par contre, il va falloir adapter à l'âge que tu veux cibler en priorité. Puis du coup, ça pour dire que le format donne un petit peu le ton, mais même parmi ça, pour une vidéo YouTube, si tu veux faire cibler ça pour des adultes, un peu en format reportage, une vidéo qui fait un quart d'heure, une demi-heure, c'est différent que si tu veux faire des vidéos euh, pour des stories Instagram. Et du coup, le niveau de l'histoire et comment tu l'approches dans ton article ou dans ta vidéo ou dans ton infographie, dans tes posts réseaux sociaux, ça va être différent en audience selon le format. Donc, le niveau de détail, si tu mets des métaphores, si tu peux mettre des images avec ton texte, si tu fais juste des posts réseaux sociaux, tu peux mettre tout ça là, mais ça va être super court. Si tu fais un article, tu peux mettre plusieurs images avec beaucoup de texte au milieu, etc. Fait que, pour moi, ça, c'est comme tous les éléments qu'il faut considérer puis qui font que ta présentation, ton article, ta vidéo, ton balado va être unique, mais il faut jongler puis balancer un peu tout ça. Mais ce qui est important, c'est de considérer un peu tout ça avant de se lancer pour pouvoir avoir un contenu qui est adapté au format, aux attentes du public, puis à l'histoire que tu veux raconter, mais aussi qui soit unique. Parce que par exemple, là, par exemple, le coronavirus, de temps en temps, là, ça fait 1 an et quelques qu'on en parle, il faut trouver un angle différent. Et puis des fois aussi, on peut se dire, ah mais non, on a déjà tout dit, là, tu sais, comme les vaccins, comment ça marche, les vaccins à base d'ARN, comment ça marche, on l'a déjà tous expliqué là un million de fois, pourquoi mon article à moi sera différent. Bah, peut-être que si tu le fais pour des enfants vraiment plus jeunes, là, peut-être que ça n'a pas encore été fait. Donc, c'est là que tu peux apporter ta propre nuance, ton propre intérêt, puis ta propre expression, puis changer un peu ça. Ou par exemple, ça peut être les vaccins, ok, encore une fois, parce que c'est un peu le jeu du moment, là, on a un peu pogné dedans, excusez, là. Mais les vaccins, ok, ça t'explique un million de fois, mais pourquoi, par exemple, dans certains endroits du Canada, c'est approché puis discuté différemment. C'est peut-être que toi, la fonction de ta propre culture, de ton propre background, de ta propre expérience, expertise, tu peux avoir une approche différente sur un sujet qui a été traité 1 million de fois, mais peut-être que toi, tu peux avoir une approche différente. Ou le faire ça sur TikTok, Snapchat, je sais pas. Puis ça, du coup, toi-même, tu feras un contenu qui sera unique et adapté, puis sera différent. Et une fois encore, là, sky is the limit. Vous pouvez vraiment inventer n'importe quoi, mais juste assurez-vous que votre format et votre histoire correspondent au public ciblé. Donc voilà pour la première vidéo, et les prochaines seront vraiment plus focusées sur l'écriture d'un article, et il y aura pas mal de ressources sur notre site web si vous êtes plus intéressé pour faire des vidéos, des BD, des infographies, etc.